Un matin, j'étais vraiment en retard pour le travail sur la base, et ma superviseure, qui avait bien sûr une clé de ma chambre de dortoir, est entrée en pensant qu'elle allait me surprendre en train de dormir. Au lieu de cela, elle m'a trouvé inconscient sur le sol de ma chambre de dortoir. Alors que les médecins et les infirmières commençaient tous à se pencher au-dessus de moi, la scène est devenue comme dans un film ou une série télévisée. Ma vision commençait à dériver vers la gauche, puis vers la droite, tout devenait flou, et cela ne semblait plus être la réalité. Puis, une voix à ma gauche a dit « De l'air va remonter le long de ton bras, ça va être très douloureux, mais tout va bien se passer. » Après avoir essayé plusieurs fois de tourner la tête vers la gauche, j'ai enfin réussi. Non seulement il n'y avait personne à ma gauche, mais j'ai vu l'écran afficher une ligne complètement plate. À cet instant, en voyant que mon cœur s'était arrêté, j'ai commencé à m'élever vers le haut. C'était la meilleure sensation que j'ai jamais pu éprouver. Une béatitude magnifique, une sensation d'amour qui enveloppait tout mon corps. Je m'appelle Chase Skyler Deo et j'ai grandi à Orlando, en Floride. Mes grands-parents m'ont adopté dès le jour de ma naissance. Ma mère m'a eu beaucoup trop jeune, elle avait 17 ans, et mon père biologique n'avait aucun intérêt à faire partie de ma vie. Mais heureusement, mes grands-parents avaient déjà adopté plusieurs autres enfants, si bien que j'ai en réalité 2 sœurs coréennes, un frère coréen et un frère noir. On ne pense pas vraiment au fait que ces grands-parents vous ont adopté et que vos parents sont différents tant qu'on ne commence pas l'école et que les gens ne remarquent pas que vous ne ressemblez pas à vos frères et sœurs. Quand nous sortions manger au restaurant, les gens demandaient souvent « De quelle église venez-vous » parce que cela n'avait pas de sens que tous ces enfants d'apparence différente fassent partie de la même famille. Nous descendions d'un vrai bus de voyage Tropic Traveler, si vous vous en souvenez, et oui, nous avons eu une enfance formidable. En 7e année, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un programme JROTC, un programme militaire pour le collège, et j'ai sauté sur l'occasion. J'étais l'un des premiers volontaires. Mon grand-père avait servi dans l'armée, et mon arrière-grand-père dans la marine, donc il y avait toujours quelque chose en moi qui disait « C'est cela que tu dois faire ». Ce n'était certainement pas un fardeau. C'était quelque chose qui m'excitait vraiment, sentir cet appel à défendre le pays que j'aimais tant. Dès que j'ai pu m'engager, dès que j'ai eu 17 ans, j'ai rejoint l'armée de l'air, parce que mon père, qui avait servi dans l'armée de terre, m'avait dit « Si tu vas t'engager dans n'importe quelle branche et me laisser signer les papiers, tu vas rejoindre l'armée de l'air », parce qu'il était sans doute un peu jaloux de la vie plus confortable qu'avaient les membres de l'armée de l'air. Et comme parents, on veut le meilleur pour ses enfants. Donc, l'armée de l'air, c'était ça. Dès la formation de base, je me suis engagé comme instructeur serré, survival, évasion, résistance and escape, survie, évasion, résistance et échappement. Le rôle d'un instructeur serré est essentiellement d'apprendre le terrain aux pilotes, puis de les former pour qu'en cas d'accident ou de crash, ils sachent survivre en pleine nature. Peu de temps après le début de cette formation, je me suis blessé aux 2 genoux. C'était un simple accident d'entraînement. Malheureusement, comme se blesser à l'entraînement, c'est un peu embarrassant. Les 2 rotules sont sortis et se sont rompus. L'opération qu'ils prévoyaient s'appelait une libération latérale, où ils remettent les rotules en place. Avec le recul, j'aurais probablement pu rééduquer sans chirurgie et continuer le métier initial, mais le chirurgien de l'armée de l'air a dit que la chirurgie était la meilleure option à ce moment-là, et malheureusement, l'opération des genoux n'a pas été un succès. Jusqu'à ce moment, j'avais un objectif clair pour ma vie, ce que j'attendais, 20 ans dans l'armée. Mais une fois la blessure au genou arrivée, tout a commencé à s'effondrer. Mes objectifs, ma vision de la vie. Ça a été catastrophique pour moi. Je ne savais pas ce que j'allais faire, j'ai commencé à avoir vraiment peur et à être très nerveux. Mes amis s'inquiétaient pour moi, parce que je sentais que ma vie s'effondrait. Ils ont lancé le processus de mise à la retraite médicale, en disant que mon corps n'était plus assez bon pour rester dans l'armée et c'est un long processus. Pendant cette période, j'ai commencé à arriver en retard au travail. J'étais jeune et un peu professionnel. Je savais que j'allais quitter l'armée, alors qu'est-ce qu'ils allaient me faire, me virer? Donc, j'arrivais en retard de temps en temps à mon bureau. Un matin, j'étais vraiment très en retard pour le travail sur la base, et ma superviseure, qui avait la clé de ma chambre, est entrée en pensant me surprendre en train de dormir. Au lieu de cela, elle m'a trouvé inconscient sur le sol. Ils m'ont immédiatement envoyé à l'hôpital de la base aérienne de l'Anglais, où ils m'ont branché à toutes les machines possibles, ont fait des analyses de sang, des tests pour comprendre pourquoi j'étais inconscient. Ils n'ont rien trouvé de wrong. J'étais jeune, en pleine forme, il n'y avait vraiment aucune raison pour que je sois inconscient. Bien sûr, ils ont vérifié tout ce qu'un médecin doit vérifier.
drogue, alcool, etc. À l'époque, je n'avais jamais touché à la drogue et je n'y ai toujours pas touché. Il ne comprenait simplement pas pourquoi j'étais inconscient. L'infirmière a alors dit « Nous allons faire quelques tests de plus, une radio thoracique, et si nous ne trouvons rien, nous vous renverrons chez vous. Il n'y a vraiment aucune raison pour que vous restiez ici. » Quand elle a manipulé ma perfusion et est sortie de la pièce, à partir de ce moment, tout a changé. J'ai entendu l'alarme se déclencher et c'est devenu comme dans un film. Les alarmes retentissent, ma vision vacille de gauche à droite, tout devient flou, ce n'est plus la réalité. Les infirmières et médecins accourent, j'étais au bout du couloir, ils couraient presque dans le mur tellement ils arrivaient vite. Les alarmes hurlent et je savais évidemment que quelque chose n'allait vraiment pas. Quelqu'un s'est assis à ma gauche et a commencé à caresser mon bras en me disant que tout allait bien se passer. Pendant que l'alarme retentit, que les gens crient, qu'on entend la nervosité dans leur voix, j'étais très conscient qu'ils savaient qu'il y avait un problème. Puis la voix à gauche a dit « De l'air va remonter ton bras, ça va être très douloureux, mais tout va bien se passer. » La douleur qui a commencé à remonter mon bras, la meilleure façon de la décrire est comme une balle en argent géante. Cela ressemblait à quelque chose de 50 fois trop gros dans la veine. C'était si douloureux qu'on sentait presque chaque centimètre avancer. C'était comme un train qui fonçait vers mon cœur. Je me souviens que ma jambe droite s'est soulevée en l'air, une réaction naturelle à cette douleur, pendant que les infirmières et médecins étaient au-dessus de moi. Mais la voix calme à ma gauche était si rassurante, caressant mon bras. À l'époque, en tant que militaire, l'idée qu'un homme caresse mon bras, si on m'avait demandé avant, j'aurais dit « Je ne veux pas qu'un gars me caresse le bras, qu'est-ce que tu fais ?» Mais c'était si calme et réconfortant. C'est une sensation étrange d'être si calme pendant une douleur aussi intense, c'est vraiment confus. Et pendant que les infirmières et médecins criaient entre eux, j'entendais si clairement la voix à gauche, si calme. Enfin, après avoir essayé plusieurs fois de regarder à gauche, j'ai réussi. Il n'y avait personne, et j'ai vu l'écran complètement plat. À ce moment, en voyant la ligne plate, je me suis élevé vers le haut. La meilleure façon de le décrire, et j'ai des frissons chaque fois que j'en parle, c'est que tout dans mon corps s'est libéré. C'était comme de la glace, une sensation fraîche et magnifique où mon corps se relâchait, comme si une lumière sortait de ma poitrine en un tunnel. C'était la meilleure sensation imaginable, une béatitude magnifique, un sentiment d'amour qui enveloppait mon corps. J'aurais pu vivre cela 1 million de fois. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Je montais vers un endroit que je ne voyais pas, mais j'avais une confiance totale. Si c'est cette sensation maintenant, j'imagine à peine ce qui m'attend. Bientôt, je me suis retrouvé dans un jardin rempli de fleurs et de plantes jamais vues sur Terre, avec des couleurs magnifiques. Tout était vibrant, comme regarder le soleil. Il fallait plisser les yeux tant c'était beau et coloré. Je n'avais aucune idée préconçue du paradis. J'avais grandi en aimant Elvis, je pensais qu'Elvis m'attendrait, que tout serait calme, paisible, dans les nuages. Mais le paradis que j'ai vécu était bien plus vif, bien plus réel. Il n'y avait pas de sensation de flottement. Le corps était léger, zéro gravité, mais le jardin et les feuilles étaient si réels. Ces plantes et fleurs si brillantes, nous n'avons pas ces couleurs ici. Je pourrais dire violet, rouge, bleu, mais ça ne rend pas justice. Tout vibrait, on se sentait si connecté. Quand on passe devant un arbre ou un trottoir ici, on dit « belle plante » ou « belle fleur ». Au paradis, on sentait vraiment les plantes et les fleurs. Dans les rêves, on ne sent pas vraiment, on visualise. Mais là, c'était si réel. Je sentais les grains de terre entre mes orteils et je déteste être pieds nus, donc c'est un souvenir vif. Devant moi, je voyais un homme en robe qui courait après un petit garçon de 3 ou 4 ans, aux cheveux blonds bouclés. Le petit garçon courait devant, se retournait, faisait le malin. Je regardais cette belle interaction, comme un père et son fils, le petit garçon si heureux, profitant purement de la vie. Puis, en m'approchant, j'ai réalisé « Oh mon Dieu, c'est moi !» J'avais oublié que j'avais des cheveux blonds bouclés, que j'étais si heureux enfant, que je riais et souriais tout le temps, peu importe ce qui se passait. J'étais toujours un enfant heureux. Je pense que je l'avais oublié à 19 ans. Je prenais la vie trop au sérieux, inquiet pour la carrière, l'armée. Cette vision était un beau rappel de qui j'étais. Quand l'homme s'est tourné vers moi, j'ai immédiatement su que c'était Jésus. Il ne ressemblait pas à ce que j'imaginais, cheveux courts bruns, yeux verts perçants, le plus grand sourire possible. On voit souvent un Jésus aux longs cheveux blonds, maigre. Lui était un homme sain, paisible, en robe. Mais j'étais aussi sûr que c'était lui que je suis sûr de ma main gauche ou droite en me regardant dans un miroir. À ce moment, Jésus s'est tourné vers moi et m'a essentiellement montré
voilà à quoi ta vie devrait ressembler, répandre la lumière, l'amour et le rire. C'était comme un rappel. Tu as déjà été ici, tu le sais déjà, tu l'as oublié, mais tu as toujours su les joies de la vie, trouver des raisons de sourire chaque jour. Et ce rappel que je prenais la vie bien trop au sérieux. À l'époque dans l'armée de l'air, je pensais que ma vie était finie. Tout ce pourquoi j'avais entraîné, espéré, était terminé. Cette conversation seule m'a suffi pour dire « Ok, je me concentre sur les mauvaises choses. Carrière, argent, paiement de voiture. Rien de tout ça n'importe à la fin. Ce qui compte, c'est se sentir accompli, redonner au monde en faisant sourire les gens. » C'était une si bonne leçon. Voilà à quoi la vie devrait ressembler pour toujours, toujours trouver joie, rire et bonheur. Nous sommes restés là un long moment, le temps s'était arrêté. Je ne saurais dire si c'était 5 minutes ou 5 heures. J'ai reçu tant de connaissances que je sentais déjà connaître dans une relation si amicale, comme si j'avais passé beaucoup de temps avec lui auparavant. Puis il a plaisanté, souri, et dit « Tu dois repartir ». Je n'ai pas discuté, oui, je sais. C'était un rappel que j'avais déjà été là plusieurs fois, peut-être pas aussi dramatique qu'une expérience de mort imminente, mais j'y avais été souvent. C'était comme « Tu ne peux pas rester trop longtemps, tu dois repartir ». J'ai dit « Ok, je comprends ». Très joueur, amical, comme dire au revoir à un ami qu'on reverra. Très paisible, aucune partie de moi ne voulait rester. C'était comme passer du temps avec un ami et devoir rentrer chez soi. Et j'ai senti que j'avais encore beaucoup à faire. Avant que je m'en rende compte, j'étais de retour dans mon corps, dans une autre ville hors base. L'armée de l'air m'avait transféré à Hampton, Virginie, dans un autre hôpital pour me déclarer mort. Je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux. Comme quand on fait le meilleur rêve et qu'on essaie de refermer les yeux pour y retourner, mais non. Mon corps était normal, aucune douleur à la poitrine. La confusion. Je n'étais plus dans la même chambre, les gens dans le couloir n'étaient pas en uniforme militaire. Clairement plus sur la base. Une infirmière a jeté un œil, j'ai dit « Bonjour », elle a paniqué, a dit « Je vais chercher un médecin » et a couru. Le médecin est revenu, je ne sais pas quoi vous dire, mais nous allons vous renvoyer à l'armée de l'air, ils feront ce qu'ils veulent. J'ai appelé un ami, je viens de mourir, tu peux venir me chercher à l'hôpital? Bien sûr. Et nous avons fait ce que fait toute personne revenue de la mort. Nous sommes allés chez Chick-fil-A, parce que j'étais affamé, la mort m'avait donné très faim. J'ai dit que je voulais quitter la ville quelques jours, je ne voulais pas retourner dans le même dortoir. Nous sommes allés à Washington DC, avons vu les monuments, pris des photos. Pendant ce temps, mon bras gauche était noir et bleu, les ecchymoses terribles à cause de l'air remontaient vers le cœur. Je suis retourné à l'hôpital parce que les ecchymoses persistaient. Je voulais des réponses. Pourquoi suis-je mort? Pourquoi la ligne plate? Ils ont documenté, le patient a souffert d'une embolie gazeuse, air remontant au cœur. L'infirmière avait accidentellement laissé passer de l'air dans la perfusion, ce qui m'avait fait une ligne plate. Mais les médecins ne comprenaient pas non plus comment j'avais survécu. Il n'y a pas eu de conversation honnête, voilà exactement ce qui s'est passé, et on ne sait pas pourquoi vous êtes encore là. À partir de là, je n'étais pas à l'aise pour raconter l'histoire. Je me sentais ancré, si je racontais, on me prendrait pour fou. Je ne connaissais même pas le terme « expérience de mort imminente », EMI ou NDE. Je pensais juste que les gens me trouveraient dingue. Je ne racontais qu'aux très proches, et je ne savais pas comment gérer cette nouvelle expérience. Le 8 juillet 2008, quelques mois plus tard, j'étais complètement retraité de l'armée. Dans la semaine de mon retour, ma vie a changé dramatiquement. Tout ce qui m'avait semblé amusant enfant ou qui m'intéressait, je me suis dit « je vais le faire maintenant ». J'ai rejoint un club de breakdance dans une université locale où je n'étudiais même pas. J'ai fait du stand-up comedy un moment. Je me suis mis à la photographie, j'ai photographié des mariages. J'ai appris la danse de salon et suis devenu instructeur. C'était comme cocher une liste, j'ai une nouvelle chance d'être ici, je vais profiter de la vie. J'ai animé des concours avec des célébrités, passé à la TV, été annonceur pour une équipe locale de baseball et hockey à Norfolk, Virginie, pendant quelques années. Je voulais en faire des choses qui me rendaient heureux et répandre la lumière, le rire et l'amour qu'on m'avait dit de partager. Mais une partie de moi a dit « Non, il est temps de grandir, d'avoir un vrai travail ». J'ai pris un emploi dans une station de radio, très corporate, pendant plusieurs années. C'était épanouissant, je payais mes factures, nous avions une belle maison. Mais c'est là que j'ai commencé à me sentir coupable.
Je devenais égoïste, je ne partageais plus le rire avec tout le monde, assis dans un bureau, sans créer de souvenirs pour les gens. Je suis parti en retraite avec une organisation pour vétérans. 5 jours de yoga, méditation, focus sur la santé mentale et la paix intérieure. Je n'avais jamais médité ni fait de yoga, un groupe de vétérans machos faisant du yoga, tout le monde a peut-être levé les yeux au ciel au début. Mais à la fin des 5 jours, je me sentais le plus heureux de ma vie. En rentrant, ma femme m'a vu en quelques minutes, « Tu es une personne différente, si détendue. » À l'époque, j'étais focalisé sur mon job corporate, l'exécutif sérieux. Elle a dit, « Tu as changé, tu sembles si heureux avec toi-même. » À ce moment, je me suis remis à questionner. Quel est mon but, pourquoi suis-je ici? Je me suis vraiment rappelé mon expérience de mort imminente. En 1 ou 2 jours, mon corps a complètement changé. Je suis devenu très conscient de mon entourage. La méditation, le yoga, les exercices de respiration ont tant relaxé mon esprit que je pouvais mieux voir le monde extérieur et comment aider. J'ai réalisé que j'avais des dons peut-être pas si communs. Je ressentais vraiment les émotions de tout le monde autour de moi, l'intuition s'est renforcée. J'étais conscient si des inconnus souffraient. Je me sentais le fardeau de devoir réparer tout le monde, guérir leurs souffrances, apporter de l'énergie positive. Si quelqu'un est triste près de moi, c'est mon job de l'aider à ne pas le vivre. Je l'ai vraiment accepté, c'est la nouvelle réalité de ce que je peux offrir au monde. Ma grand-mère était à l'hôpital. J'ai appris ça et j'ai commencé à prier vraiment, à faire ce que je sais, une sensation dans la poitrine ou le cœur, je tends les mains et prie pour un peu moins de douleur. Je sais que je ne peux pas guérir complètement, mais juste un peu moins de souffrance. Avant que je m'en rende compte, j'ai senti des picotements dans les paumes. Je regarde, je baisse les mains, je regarde encore, des marques très visibles sur les 2 paumes. J'ai tout de suite su, ça me fait un peu flipper. J'ai montré à ma femme, pris une photo pour documenter et peut-être montrer à quelqu'un de confiance. Les gens ont dit immédiatement, « Tu dois arrêter de prendre la douleur des autres, ce n'est pas ta douleur. » Dans ma tête humaine, je voulais dire, c'est une allergie, juste une réaction du corps, comme une éruption sur l'avant-bras. Mais les marques n'apparaissaient que quand j'essayais vraiment d'aider quelqu'un. Ce n'est pas douloureux du tout, c'est paisible, je sens physiquement une énergie passer par cette partie de la main. J'étais dans un avion, tout était silencieux, je ne dors jamais en avion. Soudain, cette présence m'a frappé la poitrine, comme « wow », et je savais que c'était Jésus à nouveau. Nous avons eu cet échange, « Hey, tu es sur la bonne voie, mais prends soin de toi. Si tu vides ta batterie, tu ne pourras aider personne. Tu dois laisser les gens vivre leur expérience humaine. Tu ne peux pas prendre la douleur de tout le monde, certains ont besoin de la vivre. » C'était profond, mais dur. Un rappel que je ne peux pas guérir tous ceux qui souffrent, sinon je souffrirai aussi. Je dois laisser les gens vivre ce monde humain, et ce n'est pas mon rôle d'intervenir constamment. Ça sera clair quand j'aurai l'opportunité de guérir. C'est récent, ces derniers mois, que j'essaie de comprendre comment utiliser mes dons sans interférer dans la vie des gens. C'est dur de vivre ce que j'ai vécu et de ne pas revenir changer. Le rire, le sourire, c'est si simple, gratuit comme respirer, prier, méditer, rire gratuitement. On peut trouver de la joie en tout. Nous vivons dans un monde où nous semblons si séparés. Je passe presque tous les jours devant l'arrêt de bus de mon enfance, avec de beaux souvenirs d'enfants qui riaient et jouaient avant l'école. Aujourd'hui, les enfants sont à 3 mètres les uns des autres sur leur téléphone, c'est dur à voir. Pour moi, sourire, rire, être proche des gens, c'est le meilleur remède. Je comprends que nous sommes tous ici pour un but très spécifique. Pas besoin que ce soit un grand but sain. Nous avons tous des objectifs et personnalités différents, comme les empreintes digitales. Pour moi, c'est continuer à apprendre et évoluer. Quand on est petit, comme ce petit garçon que j'ai vu au paradis, on absorbe tout, on apprend constamment, on voit tout comme génial, sans contraintes adultes. J'essaie de faire ça maintenant. Continuer à apprendre, rester à l'école, diplôme en médecine alternative, en ministère, et après je retournerai à l'école. Tant que nous apprenons continuellement, nous laisserons le monde meilleur, en apprenant de l'histoire et des erreurs passées. Ma grand-mère a toujours dit que l'éducation guérirait le monde. Je crois que tant que nous apprenons, nous préparons la prochaine génération à améliorer les choses. L'éducation est différente pour chacun. École, livres quotidiens, actualité tant que ça éduque et ne déprime pas. Pour moi, le sens de la vie est d'apprendre, évoluer et rendre tout meilleur que quand nous sommes arrivés.